Donc depuis ce matin, on a examiné un certain nombre de transformations assez majeures qui ont trait aux transformations de notre corps d'abord, de notre esprit ensuite. On a travaillé sur les transformations de notre milieu, on a travaillé sur les transformations de nos systèmes politiques, de nos systèmes d'engagement, et on a vu comment tout ça allait s'incarner dans 3 domaines relativement structurants dans nos quotidiens, à la fois la mobilité, l'alimentation, le travail. Et donc notre travail serait incomplet si jamais on ne cherchait pas à essayer d'avoir un peu un format de synthèse qui nous permette de proposer quelques scénarios sur l'évolution des modes de vie à l'horizon 2050. Donc c'est l'objectif de cette dernière séquence qui va être sur un format différent de celle que vous avez vécue pendant le reste de la journée, donc ça va vous changer un tout petit peu, et qui va avoir pour objectif de mettre en discussion les différents scénarios qu'on a proposés dans le rapport Vigie, dont vous avez la couverture qui va s'afficher à un moment ou à un autre sur l'écran central. Rapport Vigie, je fais une toute petite page de publicité, que les membres partenaires de l'association Futurible International ont en main et qui leur a permis, au-delà des scénarios qu'on va vous présenter rapidement, d'explorer aussi 20 questions clés sur les modes de vie dont vous avez eu quelques aperçus aujourd'hui, mais qui brassent encore plus de questions. Donc je vous incite fortement, pour ceux qui ne sont pas déjà membres, à adhérer à l'association pendant le cocktail. Pour présenter ces différents scénarios sur les modes de vie, donc c'est des scénarios qu'on a établis en interne avec l'équipe Futurible, et vous savez que c'est toujours assez dangereux de venir présenter des scénarios, donc on a un petit peu botté en touche, et on a cherché donc à s'appuyer fort courageusement sur des étudiants qui ont bien voulu nous prêter main forte dans la présentation de ces scénarios, et donc qui se sont fait les scénarios que nous avions construits, et qui donc vont vous présenter la façon dont ils ont perçu, eux, ces scénarios, la façon dont ils se les ont appropriés, et donc c'est eux qui vont venir présenter ces scénarios. Et avant cela, puisque donc grâce à ces étudiants de l'école du management et de l'innovation de Sciences Po, nous avons pu accomplir ce travail, je vais demander au directeur exécutif de cette école s'il veut bien venir nous dire rapidement ce que vous faites, non pas peut-être pas à Sciences Po, parce que ça on le sait à peu près, mais dans cette école de l'innovation et du management, et j'en profite pour vous remercier. Merci à vous François, merci à tous. Bonsoir, alors vous l'avez compris, je ne suis pas la pièce de résistance suivante, hein. La pièce de résistance sont vraiment nos formidables étudiants. Un mot sur l'école du management et de l'innovation de Sciences Po, en effet, pour vous dire dans quelle maison à Sciences Po ces étudiants évoluent, Sciences Po étant elle-même une maison que tout le monde connaît, mais c'est un peu les poupées russes, et dans cette maison Sciences Po, il y a plusieurs écoles. Alors l'écolisation de Sciences Po est un processus que vous connaissez peut-être, qui a commencé il y a plusieurs années avec une école d'affaires publiques, une école de droit, une école de journalisme, une école d'affaires internationales et une école du management et de l'innovation qui est la dernière née des écoles de Sciences Po, et qui n'a pas été pensée comme une business school de plus. Donc il n'a pas s'agi de créer une business school pour concurrencer HEC ou l'ESSEC, avec lesquels nous ne sommes pas institutionnellement concurrents de toute façon. Nos étudiants peuvent être, et le sont souvent d'ailleurs, concurrents in fine à poste égal, à employabilité ou rémunération égale, mais en tant qu'institution, on fait quand même quelque chose de complètement différent. Nous restons Sciences Po, on délivre avant tout le diplôme de Sciences Po, mais pour autant, Sciences Po, et contrairement à une certaine mythologie, n'est pas une seule machine à former des hauts fonctionnaires ou à l'antichambre exclusive de l'École nationale d'administration, mais a de tout temps formé majoritairement, et très majoritairement d'ailleurs, des cadres du secteur privé, et bien évidemment aussi des acteurs majeurs du secteur public. Donc il était temps de tangibiliser ça dans une école du management, aussi pour ne pas complètement laisser ce terme, cet espace du management trusté par nos amis des écoles du management, traditionnels, on va dire, qui font par ailleurs un travail formidable, mais aussi parce qu'on a pensé que Sciences Po était un lieu intéressant pour avoir une approche critique du management aussi, qui, là, pour le coup, je me permets de le dire, n'est pas toujours favorisé dans les écoles de management qui ont une approche, et c'est aussi peut-être leur vocation, une approche assez disciplinaire, certains diront parfois un peu sous-disciplinaire du management. Donc nous avons décidé d'abord de rassembler l'ensemble des masters qui existaient depuis certains fort longtemps. Il y a peut-être des diplômés dans cette salle de la fameuse filière ECOFI, qui est devenue depuis le master finance et stratégie. Nous avons 9 masters dont je ne veux pas vous faire la liste ce soir, dans des métiers assez traditionnels
de l'entreprise. Mais parmi ces masters, il y a une maison qui peut-être est celle qui est la plus éloquente sur le projet de l'école du management et d'innovation, c'est le master innovation et transformation numérique, dont sont issus les étudiants qui vont vous faire la présentation qui suit. Master qui est magistralement dirigé par Corinne Le Forestier, secondée par l'excellent Geoffrey Lavigne, que je tiens à remercier ce soir, et qui est vraiment au cœur de notre projet, qui est un master qui a été pensé d'abord avec deux partenaires qui sont Télécom Paris-Tech sur la partie ingénierie et Strat école de design, où il est question pas seulement de former des professionnels de l'innovation au sens fonctionnel pour les grands départements d'innovation des grandes entreprises ou pour des cabinets d'audit ou pour des think tanks, mais de vraiment former, de créer un espace où on peut penser le rôle de l'innovation, de la technologie et des futurs de manière complètement décloisonnée, où il ne s'agit pas de dire les Sciences Po, vous savez parler, les ingénieurs, vous savez compter, les designers, vous savez faire plein de très belles choses, mais où il s'agit de créer suffisamment de synergie pour que tout le monde ait envie de faire tout ça ensemble. Et c'est vraiment un lieu où il se passe des choses très intéressantes. Je vous invite à suivre un événement qui commence à faire parler de lui sérieusement depuis un an à Paris, qui s'appelle Futur Pluriel, qui est organisé par Corinne et ses équipes une semaine sur deux chez nous à Sciences Po. Vous êtes les bienvenus, vous pouvez vous inscrire sur le site internet et ça vous donnera un peu une idée de ce qui se passe au sein de ce master en termes de réflexion. Et bien évidemment, la question des futurs y est centrale. Donc je suis ravi d'être parmi vous ce soir. Je vais sans plus attendre donner la parole à nos étudiants qui j'en suis sûr, vous en diront sans doute indirectement beaucoup plus sur leur master que moi-même. Merci à tous et très bonne soirée. Merci. Merci beaucoup et merci encore une fois pour cette collaboration autour de cette session sur les scénarios. Puis je rappelle aussi que les étudiants, certains des étudiants de ce master nous ont aidés aussi à formaliser l'enquête qui vous a été soumise. Certains d'entre eux ont bien voulu faire composer un groupe test ou un groupe cobaye pour pouvoir donc mettre en place l'enquête prospective qui vous a été livrée. Alors pendant que les choses s'installent pour le show, on m'a demandé d'occuper un tout petit peu le terrain. Donc ce que je vais faire, c'est d'essayer de vous présenter rapidement, avant que les étudiants incarnent les scénarios que nous avons construits, de vous présenter peut-être rapidement comment ces différents scénarios se mettent en place les uns par rapport aux autres. Donc de vous en donner les grandes lignes pour que vous voyez à peu près les lignes de force de ces histoires de futurs possibles sur les modes de vie à l'horizon 2050. Et puis ensuite, je les laisserai donc les présenter de manière plus concrète et plus incarnée. Donc les 4 scénarios qu'on vous propose, qui sont ceux que vous trouvez dans le rapport Vigie. Donc très rapidement, pour en donner les grandes lignes, vous avez un premier scénario qui s'intitule La société des mois. Ce n'est pas nécessairement l'ordre dans lequel ils vous seront présentés ce soir, mais c'est l'ordre dans lequel ils apparaissent dans le rapport. Donc la société des mois, c'est un scénario dans lequel les organisations sociales sont essentiellement tirées par la logique d'individualisation. Donc dans ce scénario-là, vous avez finalement un certain nombre de tendances qui sont aujourd'hui centrées sur l'individu, qui prennent encore plus de puissance dans la façon de structurer le rapport entre les individus et les différents collectifs ou la société dans son ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le grand moteur d'évolution des modes de vie, c'est principalement la question de l'épanouissement. Épanouissement du corps, épanouissement de l'esprit également, la recherche de sens, comme certains, Jean-Yves Gobelot le parlait de la recherche de sens tout à l'heure dans le travail, la recherche individuelle du sens dans les différentes activités qui structurent les activités professionnelles, mais aussi qui structurent l'ensemble de nos modes de vie, sont extrêmement importantes dans ce scénario-là. Dans ce scénario, centré sur l'individu, sur l'émancipation, sur l'épanouissement, la relation au sensible est quelque chose qui devient aussi absolument crucial et structure un petit peu la façon dont les modes de vie se développent. Donc ce scénario, pour aller vite, centré sur l'épanouissement, mais aussi sur la fluidité des appartenances. Et vous verrez que dans la façon dont le scénario est incarné par les étudiants, cette question de fluidité a été mise en avant. Donc c'est une mobilité géographique, professionnelle, affective, éventuellement aussi identitaire. Le deuxième scénario, la société sous contrôle, donc celui qui est en bas à gauche de votre cadran, est un scénario un petit peu opposé. Dans ce scénario-là, on considère qu'il y a un décalage de plus en plus croissant entre l'ampleur des défis, notamment environnementaux, tels qu'ils vous ont pu être présentés ce matin, et les solutions qui sont aujourd'hui mises en œuvre, qui finalement sont des solutions qui restent extrêmement limitées au regard de l'ampleur des enjeux. Et donc, au regard de l'urgence finalement qui émerge sur ces enjeux environnementaux, nous avons une reprise en main
de puissance. Alors sans doute les États, qui aujourd'hui sont encore les puissances les plus à même de développer des politiques relativement coercitives, pour mettre sous tutelle un certain nombre de libertés qui aujourd'hui nous apparaissent comme étant des libertés individuelles, mais qui, dans ce scénario-là, seraient soumises à un impératif plus grave, qui serait finalement celui de la survie de l'espèce. Donc on est dans un scénario dans lequel les contraintes, au regard d'un objectif qui est un objectif majeur pour l'humanité, seraient largement mises sous tutelle. La société algorithmique, qui n'est pas un scénario incompatible avec les deux scénarios précédents qu'on vient de vous mentionner, c'est un scénario qui met l'accent sur une logique qui est celle du progrès technologique, de l'accélération des progrès technologiques, notamment l'accélération de la numérisation, voire de l'algorithmisation, ça n'est pas facile à dire, du monde. Et donc dans ce scénario-là, on aurait des progrès technologiques majeurs, notamment entraînés par le développement de l'intelligence artificielle dans les années 2020 et 2030, et donc une accentuation, une accélération du processus d'automatisation tel qu'on a pu déjà le connaître jusqu'à présent. Alors cette automatisation, elle se traduirait certes par de la standardisation, c'est l'effet un petit peu attendu, mais aussi par beaucoup de personnalisation, pourquoi pas du transport à la demande, une santé à la demande, etc., une alimentation à la demande. Dans ce scénario-là, les débats politiques, éthiques sur les algorithmes sont monnaie courante et remplacent un certain nombre de débats actuels. Et puis évidemment, dans ce scénario hyper numérique, les espaces de réalité virtuelle se développent de manière considérable. On n'a pas eu l'exposé ce matin de Aurélien Fache, mais dans ce scénario-là, les espaces de réalité virtuelle développent finalement nos espaces et modifient les frontières entre le monde réel et virtuel. Et puis enfin, le scénario intitulé « La société d'archipel » est un scénario qui est essentiellement centré sur le développement de communautés. Ce qui fait le rapport entre les individus et la société, ce sont les collectifs, ce sont des communautés qui se structurent soit sur des critères qui sont des critères géographiques, le local, soit sur des critères identitaires beaucoup plus profonds, qui soient religieux, qui soient ethniques, qui soient antispécistes, qui soient transhumanistes, mais en tout cas un certain nombre de communautés qui peuvent avoir des incarnations, encore une fois, très locales ou très internationales. En tout cas, ce sont ces communautés qui créent un sentiment identitaire fort et qui structurent donc les appartenances, les solidarités, etc. La grande question étant de savoir quelle est la part entre les communautés qui sont des communautés excluantes, qui se font aux dépens finalement des autres, et puis ce qui est de l'ordre de la multi-appartenance à de nombreuses communautés. Donc l'idée, c'est que ces scénarios ne sont pas nécessairement incompatibles, mais tirent chacun des logiques d'évolution des rapports entre les individus et les modes de vie, et qu'ils doivent nous amener finalement à réfléchir sur les différentes opportunités, les différentes menaces également dont ils sont porteurs. Donc je vais laisser maintenant les étudiants de l'école de l'innovation et du management nous présenter ces scénarios, mais vous allez tenir un rôle actif. Car nous allons chercher à vous solliciter à la fois, dans un premier temps, pour savoir quelles sont les émotions qu'inspirent ces scénarios, car à 18h, on peut commencer à avoir des émotions, et ensuite pour savoir dans quelle mesure ces scénarios vous apparaissent plausibles à l'horizon 2050, crédibles à l'horizon 2050, et puis enfin s'ils vous apparaissent souhaitables. Et pour ça, on va aussi expérimenter un outil, car nous n'avons peur de rien, en tout cas les étudiants n'ont peur de rien, et donc Louis va vous présenter l'outil Bicast, sur lequel on vous recommande de vous connecter sur vos smartphones que vous avez tous, puisque vous faites partie des CSP qui sont équipés à 97%. Et de pouvoir donc suivre les indications que Louis va vous donner, qui vont vous permettre de réagir en permanence et en continu sur les différents scénarios qui vont vous être présentés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans un premier temps, on aimerait, au nom de tout le groupe, remercier Futurible pour l'invitation et la collaboration. Et à titre plus personnel, j'aimerais remercier tous les discours très optimistes et positifs sur la jeunesse qui sont succédés aujourd'hui. Ça fait toujours plaisir aussi. Lorsque nous avons amené à intégrer, digérer, représenter ces scénarios, ils ont pris une toute autre ampleur pour nous. Et à la manière un peu du design fiction, ils nous ont inévitablement pas laissé indifférents. Ça a provoqué énormément de débats, d'émotions. Vraiment, on a beaucoup discuté là-dessus et on s'est dit en fait ce serait intéressant vraiment d'avoir également vos émotions, d'avoir en fait vos réactions, et aussi comme ça on ne serait pas les seuls à travailler ce soir. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a décidé de travailler avec Bicast.
Donc je vous invite tous, si vous n'avez pas encore Internet, la 4G sur votre téléphone, vous connectez au réseau Wi-Fi, il n'y a pas de mot de passe, donc vous avez juste à vous connecter sur Hotspot Cité-Science. Et après, vous avez juste à lancer votre navigateur web et cliquer donc Bcast, beekast.com/odj5. D'accord? Quand vous êtes là-dessus, vous arrivez sur cette interface. Ce qui est important, en fait, c'est que vous cliquez bien sur le point activité. D'accord? À ce moment-là, on a 6 activités pour vous. Ça sera la première, en fait, de réagir pour chaque scénario avec un panel d'émotions. Vous avez 5 émotions disponibles. Vous avez 3 points. Vous pouvez adresser le nombre de points que vous voulez pour chaque émotion. D'accord? Ça sera 4 fois pour 4 scénarios. Et finalement, à la fin, on vous pose 2 questions. Selon vous, quel est le scénario le plus probable? Et deuxièmement, quel est, selon vous, le scénario le plus souhaitable? Du coup, là, on va commencer par le scénario de la Société des Archipels. Et après, on va regarder ensemble tous les résultats. Donc, je vous invite bien vraiment, entre les scénarios, à voter. Voilà, comme ça, ce sera un peu plus interactif. Et voilà. Donc, on va commencer avec le scénario des Archipels. Alors, bonjour à tous. Merci de votre présence aujourd'hui. Je m'appelle Florent Guéanton, je suis accompagné donc, de Jeanne de Guillage et de Louis Sibyl. Alors pour ce premier scénario, nous sommes tous les 3 étudiants à Paris et nous avons été sélectionnés en ce début d'année 2050. Je vais juste vérifier si ça marche. Parfait. Ça ne marche plus. Bon, tant pis. Parfait. Alors nous avons été sélectionnés en ce début d'année 2050 pour participer à un programme d'échange mis en place il y a 2 ans entre l'agglomération du Grand Paris et la Société écologique autonome de l'Oasis des Alpes dans le sud de la France. Donc pendant un mois, nous avons pu observer, apprendre et comprendre les différences entre les 2 sociétés et aussi comprendre en fait, le fonctionnement de l'Oasis des Alpes et des communes qui la composent, ce que vous allez voir dans un documentaire qui suit. Après ce documentaire, on reviendra un petit peu plus en détail sur les différences fondamentales entre les 2 sociétés. Mais avant toute chose, on va replacer un petit peu de contexte et on va revenir sur les événements importants en fait, qui, à partir du début des années 2020, ont mené à la création de la Société autonome écologique de l'Oasis des Alpes et également à la création de ce programme de médiation il y a 2 ans. Donc ces 4 grands événements, ils sont découpés en 4 phases qui commencent respectivement en 2022, en 2029, en 2036 et en 2042 avant d'arriver à aujourd'hui, en 2050. Donc on va commencer par la phase 1, qui est une polarisation progressive de la société, avec comme premier événement en 2022, par manque d'action de la part des politiques et d'après de nombreux appels de la communauté scientifique, les différents partis écologiques européens décident de s'unifier au sein de l'Union européenne écologique, qui prône un retour à des valeurs fortes et à une réduction drastique des inégalités. Après, en 2025, suite au développement technologique et la multiplication des concentrations des multinationales, à l'image du rachat du groupe pharmaceutique Roche-Novartis, par exemple, par Google Care, on observe une prolifération accrue des innovations dans tous les secteurs. Pendant ce temps-là, depuis le début des années 2020 et particulièrement en 2026, le changement climatique se fait ressentir de manière de plus en plus violente, et ce même en Europe, ce qui va mener aux premières vagues d'immigration climatique qui vont tendre à fragiliser l'Europe. On passe alors à la seconde phase, 2029, qui est une accélération technologique qui en fait entraîne également une crise systémique mondiale. En 2029, les flux financiers devenus opaques suite à l'accélération du trading haute performance permis par l'ordinateur quantique a finalement craqué. La majeure partie des banques commerciales et des États font faillite. Alors, comme vous devez sûrement vous en rappeler, pour limiter les effets de cette crise, la plupart des États de l'OCDE ont décidé d'adopter le modèle du Smart States, qui a permis à l'époque de réduire de près de 45% les dépenses de l'État. Parallèlement, on observe la diffusion de l'optimisation par algorithme dans les foyers grâce à la généralisation de l'usage des assistants personnels. Et donc, suite à ça, poussé par un chômage de masse, par une polarisation technologique et sociale accrue et par une montée de la technophobie en réponse à cela, de plus en plus de gens migrent vers les campagnes pendant ce qu'on pourrait appeler un premier exode urbain. Et naît alors un réseau de sociétés alternatives
qui est fort de ses racines militantes avec beaucoup de personnalités de l'Union européenne écologique. Et ce réseau devient symbole de résistance face à la technomania des métropoles et des États. C'est alors qu'en 2031, l'Oasis des Alpes est officiellement créé. On passe alors à la troisième phase, qui est plus une crise environnementale et migratoire. En effet, en 2036, le fameux seuil des 2 degrés est dépassé et les Nations Unies estiment à 600 millions le nombre de réfugiés climatiques. Alors du coup, l'Oasis connaît une explosion démographique sans précédent. Et l'ouverture aux immigrés climatiques, mais également aux immigrés urbains, doit être contrôlée. Et c'est à ce moment-là que l'Oasis met en place une politique de quotas stricts et également une répartition des individus dans les différentes communautés de l'UEE. Ensuite, face à l'accélération des pics de pollution, notamment dans les grandes villes, les habitants les plus riches se greffent peu à peu des poumons artificiels, rapidement suivis par d'autres organes artificiels, ce qui leur permet de maintenir en fait une longévité qui est en chute continuelle depuis les 10 dernières années. On aboutit alors à la phase 4. En fait, suite au réchauffement climatique, en 2042, le réchauffement accroît la fonte du permafrost, qui libère plusieurs bactéries simultanément, entraînant une crise sanitaire mondiale. Du coup, il y a 7 ans, en 2043, les accords de Genève reconnaissent officiellement l'existence des sociétés de l'UE et leur confèrent, leur donnent des droits régaliens sur leur territoire. Et également, ces accords instaurent de nouvelles frontières et des délimitations sanitaires afin de limiter les déplacements intercommunautaires et également éviter la propagation des bactéries. Donc après ces 5 ans de régulation stricte de la circulation des biens et des personnes, et dans une mouvance néo-européenne, on a un programme d'échange. Donc le programme d'échange dont on a bénéficié, qui est mis en place entre les différentes sociétés, notamment celle de Paris et l'Oasis des Alpes, qui vise en fait à sensibiliser les jeunes générations aux modes de vie différents qui peuvent parfois cohabiter à seulement quelques centaines de kilomètres l'un de l'autre. Et donc c'est ce qu'on va vous présenter à présent avec le documentaire de notre immersion. Est la première société écologique autonome de l'Union européenne écologique à avoir déclaré son indépendance en 2031. Après une période d'expansion, elle a imposé des quotas d'immigration très limités afin de garantir sa stabilité. Durant notre mois d'échange, nous avons observé les 4 points fondamentaux de son fonctionnement et de ses valeurs, que sont l'agriculture raisonnée, l'éco-construction et la sobriété énergétique, la mutualisation et l'éducation, et enfin la gouvernance respectueuse. L'écosystème agricole de l'Oasis est développé pour répondre aux besoins en aliments de façon écologique, stable et responsabilisante. Potager partagé en permaculture au sein des communes, commerce circulaire avec les fermes plus éloignées pour les cultures spécifiques, ou encore la formation obligatoire des citoyens à l'agriculture en sont des éléments essentiels. L'efficacité de la permaculture, d'abord réticente à l'usage de la technologie, est depuis peu optimisée par des solutions co-conçues par les ingénieurs agronomes de l'Oasis et Google Agronomie. Elles permettent de mieux surveiller les cultures et donc limiter les risques. Ici, on optimise l'empreinte environnementale de chaque futur bâtiment en faisant une étude minutieuse de l'écosystème immédiat. Donc cette optimisation va de l'usage du photovoltaïque et de la phytoépuration à par exemple l'installation de robinets spécialement conçus pour réduire la consommation d'eau. Tous nos bâtiments sont conçus pour limiter la consommation de ressources et sont soumis à des normes très strictes d'entretien. On privilégie les matériaux et ressources naturelles comme des bois locaux qui sont issus de forêts supervisées voisines, ou bien par exemple l'impression 3D en matériaux comme le mixter paille qui permet une construction à très bas coût. Les communes de l'Oasis relèguent l'individualisme au second plan au profit de la coopération, de la cohésion et de la solidarité, qui sont des pierres angulaires de sa structure et des valeurs qu'elle incarne. L'Oasis est construite politiquement et architecturalement autour du faire et vivre ensemble, grâce notamment à la mise en commun des cultures, des biens et des infrastructures de partage et d'éducation. Depuis la création de l'Oasis des Alpes il y a 20 ans, on a fait face à 2 grandes phases de croissance, jusqu'à atteindre près de 800 000 citoyens.
Et cette croissance nous a imposé une évolution et une amélioration qui ont été rendues possibles notamment par l'implication obligatoire des citoyens dans le système de gouvernance locale. Ils sont soutenus par des instances transversales pour maintenir l'équilibre social, culturel et politique afin que l'Oasis des Alpes puisse perdurer. Ah non. Mince, ça bug. Bon, bah, on vous a teasé la fin de la présentation. Voilà, on peut y aller. Alors tout d'abord, nous aimerions remercier le programme de médiation qui nous a permis de découvrir, de comprendre l'Oasis des Alpes de l'intérieur. En effet, ça nous a permis un échange extrêmement enrichissant et aussi de nous débarrasser de nos quelques nombreux clichés sur l'Oasis des Alpes pour découvrir une société et un fonctionnement finalement beaucoup plus subtil que ce qu'on pouvait croire. Donc bien loin de nos clichés, nous avons découvert une société pour qui la notion de progrès ne signifie pas une explosion cyclique des nouvelles technologies et du numérique, mais plutôt une vision sur le long terme avec une priorité donnée au progrès social. Pour conclure, les habitants de l'Oasis des Alpes ne sont pas des êtres primitifs qui se sont isolés pour arrêter, voire remonter le temps, mais plutôt des personnes qui ont voulu développer une autre vision, un autre mode de vie que celui de sociétés ultra numérisées comme Paris. Donc nous allons remonter un petit peu sur les différents aspects de la vidéo. Et tout d'abord, l'agriculture. Donc, comme vous avez pu le voir, les habitants de l'Oasis ont co-développé des outils de pointe, des technologies de pointe en production agricole, ce qui nous a particulièrement surpris quand on connaît la méfiance qu'ils expriment envers les nouvelles technologies, envers les acteurs du numérique, mais aussi les sociétés ultra numérisées, comme ici, à Paris. Alors pourquoi ils ont pu développer ces outils de pointe ? Tout simplement parce que ces nouvelles technologies sont secondaires et sont conditionnées dans une économie de la limitation de la production agricole, limitation de la construction d'infrastructures. C'est ce conditionnement qui a permis le développement de ces outils. Donc, comme vous avez pu le constater également dans le documentaire, rejoindre l'Oasis, c'est renoncer à notre mode de vie, c'est renoncer à un certain confort. Donc ça passe par la réduction de la variété des aliments au profit d'une consommation régulée par les saisons. Ça passe aussi par la fin des alicaments, des plats préparés qui sont pour nous un vrai gain de productivité au quotidien. Alors, cela s'explique par le choix de l'Oasis, il y a 20 ans, d'un retour aux sources, quand nous décidions à Paris de développer, au-delà des nouvelles technologies de production, comme via la food tech, une nouvelle alimentation, des infrastructures ultra connectées, et donc une dépendance croissante aux nouvelles technologies, une dépendance alimentaire, aux nouvelles technologies, au numérique, et aussi forcément aux acteurs extérieurs. Alors ensuite, on a abordé le principe de la construction et de la consommation des habitats, et on ne va pas vous mentir, à notre arrivée là-bas, on a été assez surpris, et l'adaptation a été assez compliquée au début, parce que notamment au niveau des logements qui nous ont paru très très dépouillés et très minimalistes par rapport à ceux qu'on connaît ici. Et donc notre habitude d'évoluer dans un milieu ultra connecté qui à tout moment peut répondre à nos attentes, à nos besoins, peut nous satisfaire en divertissement, etc., a été brutalement secouée. Et en fait, dans l'Oasis, c'était à nous de faire ces démarches d'adaptation, c'était à nous d'aller voir les gens, d'aller nous renseigner sur ce qui peut être fait dans l'Oasis, etc. Et donc c'est une vraie démarche d'adaptation et de sobriété dans notre consommation et dans notre vie quotidienne. Et aussi un point très important, c'est qu'en fait, contrairement à ici, là-bas la croissance n'est pas du tout un objectif qui chapeaute tous les autres, mais seulement un paramètre en fait qui doit être équilibré parmi tant d'autres qui sont tout aussi importants.
Donc, comme vous avez pu le constater dans le documentaire, l'Oasis se base sur une hiérarchie des valeurs bien différentes de nôtre, basée plus sur la communauté et la mutualisation. Il est vrai qu'en tant qu'étudiant du Grand Paris, ça nous a un peu déstabilisé au début. On peut donner aussi l'impression comme quoi il y a un peu des restrictions de liberté individuelle. De plus, la limite à 150 familles par communauté, suivant le nombre de Dunbar, nous a semblé au début un peu restrictive, favorisant d'après nous l'entre-soi, mais également développe un sentiment de sécurité et de confiance qu'on ne voit malheureusement plus beaucoup chez nous. Au final, l'Oasis a réintroduit un système de démocratie directe, locale, qui nécessite également l'approbation de l'ensemble de ses citoyens. Le contraste de ce mode de fonctionnement est assez fort avec nos smart states et de l'automatisation de la vie politique et de toutes nos décisions avec une automatisation en fait à tous les étages. Au contraire, l'Oasis, c'est le facteur humain qui prône et qui dirige les décisions collectives et qui est au centre du système politique, aux dépens de l'efficacité et du temps. Et finalement, si on peut laisser un dernier mot là-dessus, c'est bien le temps qui nous a paru ralentir et s'apaiser durant ce mois d'échange. Et donc pour conclure, face à la richesse des différences fondamentales en fait, qui naissent entre ces deux sociétés, si proches géographiquement soient-elles, on a 3 souhaits qui sont nés au cours de ce mois. Le premier, c'est celui de favoriser la diversité en fait, des participants à ces échanges, puisque nous sommes conscients de la chance que nous avons eue, mais nous considérons forcément que nous ne devrions pas être les seuls. La deuxième, c'est la mise en place de zones d'expérimentation qui pourraient permettre en fait, d'essayer de récupérer les meilleurs aspects des 2 modèles, afin peut-être d'en construire des nouveaux qui seraient éventuellement plus consensuels et surtout plus accessibles, donc plus accessibles au grand nombre. Et enfin, le dernier, ce serait de voir ces échanges s'élargir, donc non pas que entre les sociétés françaises, mais également dans toutes les sociétés d'Europe, qui sont si diverses, et pour qu'elles puissent s'enrichir les unes et les autres, afin de tisser à nouveau des liens forts et durables à l'aube de la deuxième moitié du XXIe siècle. Merci de votre attention. Merci beaucoup donc, pour cette présentation et je vous rappelle que vous devez laisser parler vos émotions sur ce scénario sur Bicast si jamais vous avez réussi à vous connecter pour nous dire si jamais donc sur le scénario la société d'Archipel qui vous a été présentée, ce scénario vous apparaît comme inspirant chez vous des émotions, j'en sais plus exactement quelles sont les émotions qu'on a mises, mais enfin de rejet, de confiance, de peur, voilà. Donc n'hésitez pas à inscrire cela. Et j'appelle les étudiants qui vont maintenant présenter le scénario, le monde merveilleux du scénario de la société algorithmique qui va vous être présenté donc par Laure Casellas et Laurent Ferrier, si je ne me trompe pas dans l'ordre des scénarios. « 90% de perte d'emploi sur un seul projet décisionnel. Iris, dis-moi que tu te trompes. T'as un processeur grillé. Tu t'es gouré dans tes calculs. Mes composants sont intacts et mes calculs exacts, monsieur le secrétaire. Accepter la demande d'Alibaba de racheter la Poste fera disparaître 90% des emplois de la filière suite à son automatisation totale. C'est de la folie! Ça fait 200 000 emplois qui sautent avec la robotisation. Ces lobbyistes chinois me mettent le couteau sous la gorge pour que je tranche l'aile de mes citoyens. Selon les analyses, votre perte de popularité sera de 5% et 3000 manifestants défileront dans la capitale. Vos inquiétudes sont exagérées. L'opinion publique tolère de mieux en mieux le chômage croissant et la baisse du pouvoir d'achat, surtout depuis que le gouvernement subventionne l'accès au monde virtuel de Blizzard Entertainment. Oh, les mondes virtuels de Blizzard Entertainment, oui, et pendant que les citoyens sont tous à faire du tourisme dans la matrice, hein, le pays y perd sa souveraineté et ses revenus. Amazon a fait capoter le projet de loi sur la taxation des robots, et maintenant Alibaba arrive, inonde le marché avec les siens, et nous prive de nos emplois. On se fait complètement dépecer. Selon les analyses, la robotisation du réseau de livraison augmentera de 204% son efficacité, compensant plus qu'entièrement la perte de revenus induite par l'impôt.
Tu trouves ça normal, toi, de toujours donner plus de pouvoir et de choses à contrôler aux géants du numérique? On n'entend parler que de GAFA par-ci, de Batix par-là. Ils tiennent déjà tout. Selon les analyses... Ah, arrête avec tes analyses! État de fatigue avancé détecté, monsieur le secrétaire. Comment vous sentez-vous? Bien, oublie ça, Iris. Risque de dépression nerveuse évalué à 27%. Mes directives m'obligent à vous faire consulter un médecin. Non, arrête avec tes conneries, j'ai pas le temps. Analyse des médecins disponibles. Matching comportemental. Recommandation docteur Pasteur. Iris. Consultation immédiate. Iris, j'ai pas le temps pour cette connerie de toubib. Connexion au cabinet virtuel. Non! Connexion établie. Monsieur Cabellas, comment allez-vous? Votre femme, les enfants, tout le monde va bien? Non. Non, docteur Pasteur, tout va pas bien. Je crois que je fatigue un peu. On a une quantité de dossiers complexes, énormes à traiter avec ces conneries de transformation. Ah oui, ça ne va pas fort, ça ne va même pas fort du tout. Regardez-moi l'historique de vos implants. Et votre bilan sanguin, là, et ses relevés cérébraux. Mes intelligences artificielles sont en panique. Vous dormez assez? Autant qu'un secrétaire d'État au numérique. Et votre taux de connexion, 15 heures par jour? Vous faites de l'e-sport? Non, de la politique, c'est pire. Hippocrate, tu en penses quoi? Corrélation des données. Cas de FOMO détecté. M'étonne pas. Faut quoi? FOMO, Fear of Missing Out. La peur de passer à côté d'une information importante. C'est une maladie courante à l'ère du numérique. Et oui, monsieur. On ne décroche plus de son téléphone et de ses IA et ça peut entraîner de sérieux troubles comportementaux. Oh, l'ironie. Et c'est une IA à la con qui me diagnostique ça? Je suis toujours là. Moi aussi. Oh, ça va! Allons, monsieur Cabellas, détendez-vous un peu. Votre niveau de stress atteint des sommets. Je ne vous ai jamais vu dans cet état-là. Ouais, et moi, je me rappelle pas vous avoir vu une fois où vous m'avez fait une consultation sans que ce soit votre grippin qui fasse tout le travail. Enfin, si. Peut-être une fois, en 2030, au début, lors de notre première consultation. Et encore, au début, votre Hippocrate, là, il servait à quoi? Il avait un rôle consultatif, il confortait vos hypothèses. Il n'était pas là pour conduire tout le travail à votre place. Vous vous souvenez, au début, d'ailleurs, des protestations enflammées de l'ordre des médecins pour empêcher que ce type d'outil n'ait les pouvoirs et les responsabilités qu'il a aujourd'hui? Oui, monsieur Cabellas, c'est vrai, mais ça a dégénéré. Enfin, je crois que ce n'est que la continuité des choses, finalement. À l'époque, déjà, ces IA nous pondaient des analyses d'une fiabilité et d'une précision extrême. Il était naturel que nous finissions par leur déléguer la majeure partie de notre travail. Et puis, regardez où ça nous mène. Vous avez été diagnostiqué en 15 secondes. Et c'est pareil pour le commerce, l'éducation. L'IA permet un service entièrement personnalisé et tellement plus agréable. Monsieur Cabellas, le métier de médecin aujourd'hui, c'est l'accompagnement du patient. L'accompagnement du patient, hein? Et l'accompagnement du médecin. Normalement, c'est la machine qui accompagne le médecin, et pas l'inverse. Eh bien, elle m'accompagne toujours. Voyez-la simplement comme un confrère à part entière. Vous avez 2 médecins au lieu d'1, et vous bénéficiez d'une consultation courte et rapide, et moi de tellement plus de temps libre pour pouvoir profiter des nouveautés des mondes numériques. D'ailleurs, Blizzard a lancé un nouvel hyperarchipel. Je vais m'y rendre avec quelques confrères. Un nouvel hyperarchipel, hein? Oui. Parlons-en de votre hyperarchipel. Parlons-en de vos mondes numériques. Franchement, très peu pour moi. Cette saleté, là. Les algorithmes ont libéré l'humain du travail, et qu'est-ce que l'humain trouve de bon à faire? Il va s'enfermer dans ces conneries de monde virtuel. On ne sait plus réfléchir, on ne sait plus penser, et maintenant, on ne sait même plus vivre. Oh, je n'irai pas jusque-là. Je continue à vivre pleinement dans le réel, monsieur Cabellas. Simplement, je profite d'un second univers à ma disposition. Bon, Hippocrate, quel est ton verdict? Arrêt d'exercice immédiat. Prescription transmise aux autorités compétentes. Eh bien, parfait, monsieur Cabellas. Vous allez pouvoir profiter d'un peu de repos. Vous en avez bien besoin. Comment ça, du repos? Quel repos? J'ai pas de repos à prendre. J'ai un pays qui a besoin de moi. J'ai des... Ce n'était pas une proposition, monsieur Cabellas. Vous avez entendu Hippocrate? Vous avez été décommissionné? Quoi?
Eh bien oui, votre état de santé cognitive traduit clairement une incapacité à assumer vos charges. Mais rassurez-vous, c'est juste temporaire. Attendez, qui va me remplacer? Eh bien Iris, votre IA, c'est ça? Elle a eu le temps pendant tout ce temps-là où elle vous accompagnait de prendre en compte vos schémas décisionnels. On ne se rendra même pas compte de votre absence. D'ailleurs, j'ai entendu dire que l'État avait mis en place des avatars à votre image, justement pour vous remplacer durant vos allocutions publiques. Et oui. Allez, prenez soin de vous et allez vous amuser un peu. Oh non, ça hors de question. Et vous? Connexion terminée. Hippocrate, il est temps que je me fasse une petite escapade sur cet hyper-archipel. Prends ma relève pendant mon absence, veux-tu? Avec plaisir. Merci beaucoup à Laure Casellas et Laurent Ferrier pour ce scénario théâtral. Troisième scénario, La société sous contrôle, avec pardon, on ne voit pas grand-chose, Alexandra Haguet et de nouveau Laure Casellas qui a changé de costume. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Alexandra Haguet et voici ma coéquipière Laure Casellas que vous avez vue dans une très bonne interprétation. Donc, vous allez rentrer dans quelques instants dans une nouvelle société, la société sous contrôle. La gravité des problèmes écologiques induit des exigences de contrôle de consommation, de naissance et de déplacement. Alors que les différentes restrictions pour favoriser la réduction de la pollution et des déchets portent leurs fruits, les libertés individuelles semblent atrophiées. On rentre donc dans une société de dualité qui vacille à la fois entre contraintes écologiques et frustrations individuelles. Nous rentrons dans une société de frugalité. Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un journal télévisé un peu particulier puisque nous célébrons aujourd'hui les 20 ans de la Révolution verte. À cette occasion, nous vous proposons un numéro spécial retraçant les grandes étapes de sa mise en place. Nous nous souvenons tous de la grande canicule de l'été 2030 qui a vu succomber plus de 100 000 individus, hommes, femmes, enfants et nourrissons. Un climax qui n'avait encore jamais été atteint auparavant. Après cette catastrophe, la France a fait face à une prise de conscience collective et radicale concernant le gaspillage et la pollution qui détruisaient notre planète, épuisaient ses ressources et tuaient la population. Lors du grand référendum, 87% de la population a fait le choix de passer à une nouvelle ère, celle de la civilisation écologique. Toutes les mesures prises depuis ce jour ont positionné la préservation de la nature au cœur de ces préoccupations. Des mesures économiques, sociales et environnementales ont été prises d'urgence dans un contexte de crise généralisée. Nous étions en 2035. Le gouvernement nouvellement constitué a commencé par faire voter une loi interdisant l'usage du pétrole aux particuliers, puis a fermé toutes les grandes entreprises polluantes. Nous sommes passés d'une société de consommation irréfléchie à une société de recyclage minutieux, d'une production mondialisée à une production locale. À l'échelle des villes, ces transformations se sont matérialisées par la disparition des voitures. Sur ces images, vous pouvez voir la ville de Paris en 2030, puis en 2040. Recyclés, les matériaux des anciens véhicules ont permis la construction des trains propres à énergie thermique que nous connaissons. Passé la phase d'adaptation et de sacrifice qui a pu être difficile pour certains d'entre vous, les résultats ne se sont pas fait attendre. Baisse des problèmes respiratoires et des cancers, baisse des accidents de la circulation mortelle, augmentation du nombre d'emplois dans l'agriculture, explosion des entreprises vertes et locales. Notre envoyé spécial Antoine Dupont est allé sur le... Marre de ces fichues conneries. Ouais. Mais maman, c'était comment avant du coup? Enfin, tu sais, quand il y avait des voitures, quand vous pouviez acheter ce que vous voulez, vous portiez ce que vous voulez, vous pouviez écouter de la musique, c'était comment tout ça? On se sentait libre, c'est vrai, mais au fond, je pense que c'était déraisonné. Ouais. La pollution avait atteint des pics et chaque fois qu'on sortait dans la rue, on avait la gorge qui nous brûlait. À cause de la pollution? Oui. Et du coup, grand-papa et grand-maman, tu les voyais souvent?
J'essayais le plus que je pouvais. Mais tu sais, ils sont au Canada, je les voyais environ 2 fois par an. 2 fois par an? 2 fois par an, c'est énorme. Aujourd'hui, avec les quotas de mobilité, les restrictions sur les déplacements, on peut les voir qu'une fois tous les 5 ans. Du coup, ça veut dire, depuis ma naissance, on les a vus que 3 fois. Ouais, je sais bien. Il me manque à moi aussi. Ah, y a papa qui arrive. Alors Didier, il a pu te donner des fruits même abîmés? Bah, je suis désolé, mais voilà tout ce que j'ai pu trouver pour vous. Ouais. Puis avec les pénalités sur les familles nombreuses, vous savez, c'est pas facile. La frugalité. Qu'est-ce que tu veux? Tu penses que je devrais mettre en commun nos écouteurs? Non, je sais très bien à quel point ils comptent pour toi et ça te rappelle ta jeunesse. Mais de toute façon, ce serait mal vu d'avoir gardé ces morceaux de plastique, comme ils disent si longtemps. Très mal vu. D'ailleurs, j'ai entendu aujourd'hui à la coopérative que notre voisin s'est fait mettre en examen parce qu'il n'avait pas assez de points citoyens et qu'il a jeté un fruit dans une mauvaise poubelle. Non mais oui, il faut le faire aussi. Hein. Le pauvre. Ouais, quelle drôle d'époque. Bonjour. Tenez, avec mon mari, on n'a pas beaucoup d'appétit alors on s'est dit que ça pourrait vous servir. Merci Jacqueline. Au revoir. Ah, quel hypocrite. Ça pourrait être de la citoyenne du mois. Merci beaucoup. Et on va terminer donc avec le dernier scénario pour ce soir et qui était le premier dans la façon dont on les avait écrits à Futurib, qui est donc le scénario de la Société des Mois. Bonsoir à tous. Alors après ce JT bouleversant et ce reportage poignant, nous allons vous présenter la Société des Mois. Je me présente, je m'appelle Anaïs Benchetrit et à mes côtés Marion Lejean. Alors vous allez entrer dans un monde où la société gravite autour d'un principe clé, le bien-être personnel. Alors qu'est-ce que le bien-être? Le bien-être, c'est un état lié à différents facteurs, considérés de façon séparée ou conjointe. La santé, la réussite sociale ou économique, le plaisir, la réalisation de soi, l'harmonie avec soi-même et avec les autres. Là où aujourd'hui le bien-être personnel ne peut être évalué que de manière subjective, la Société des Mois permet de le quantifier. D'un point de vue individuel, ce système favorise l'émancipation, débride l'individualité. Il n'y a plus d'héritage culturel qui enfermerait un individu dès sa naissance dans un schéma préconçu. Les critères physiques et sociaux ne caractérisent plus un individu et ils évoluent tout au long de sa vie, ce qui permet l'égalité des chances pour tous. La société n'est donc plus fondée sur l'identité, mais sur les affinités. Les individus rejoignent au gré de leurs envies la communauté avec qui ils partagent le plus d'idéaux. Là où aujourd'hui les institutions comme l'État, la religion, la famille régissent notre société, elles sont ici considérées comme des contraintes et des freins à l'épanouissement personnel. Elles sont devenues des concepts de découverte de soi plutôt que des engagements et elles sont des variables de vie. Dans cette société, il est possible de créer ce que l'on appelle des mouvements. Ce sont des engagements initiés par un individu puis partagés à une communauté sur des thèmes tels que l'environnement, la santé, la société et bien sûr le bien-être. Donc au quotidien, comment est-ce que ça se traduit? Tout d'abord par une forte empathie de tous les membres de la communauté et le désir de découvrir l'autre et ses passions. C'est une société collective jusqu'au moment où cette collectivité entrave l'épanouissement personnel. Ces relations sont bien plus sensibles, bien plus profondes, mais éphémères. L'individu veut défendre ses intérêts et il se place alors comme seul décideur légitime à tout son destin. D'un point de vue global, on se bat pour des droits. Il n'y a plus de frontières. On navigue entre les nationalités, les cultures, bien plus simplement. Les puissants mouvements de défense de l'environnement ne se structurent pas, par exemple, en faveur de la biodiversité, mais à l'égal respect de tous les êtres sensibles, que ce soit humains, animaux ou végétaux. La hausse du numérique a été adoptée par cette société pour créer un suivi et une évaluation quotidienne de l'épanouissement personnel de l'individu, que ce soit sa santé, son bien-être, son rapport avec autrui. Donc aujourd'hui, nous avons eu la chance de pouvoir récupérer un extrait du journal personnel d'une jeune femme en pleine recherche d'elle-même et dans cette société. Ces extraits représentent des journées clés de son évolution, de son changement de communauté et de son changement d'identité. Les voici. Vous allez accéder au journal personnel du matricule numéro 02
167 211 390. Pseudo Lisa. Âge 28 ans. Fait partie de la communauté ERA. Jour 237. Analyse journalière du profil 02 167 211 390. Mouvement inattendu dans ses résultats. Sa santé reste excellente, mais son taux de bonheur est étonnamment bas. Bonjour Lisa. Comment allez-vous aujourd'hui? Rapport quotidien, je sais pas trop quoi dire. Bilan général est ok. J'ai rejoint le mouvement pour la sauvegarde des familles unies. C'est tout. Je trouve ça dingue encore qu'aujourd'hui on puisse se détacher de sa famille aussi facilement. Santé. C'est quoi mon bilan santé depuis ce matin? Votre taux de santé est de 96%. C'est excellent. Ok. Sinon, j'ai rempli mon contrat familial avec ma mère. C'était sympa, on a dîné ensemble. Et puis, non, pas grand chose à dire aujourd'hui. Ah non, si. J'ai changé de mouvement aujourd'hui. Pendant la journée, j'ai rencontré un gars. Il faisait partie de la lutte pour avoir le droit à un dîner de Noël. Ouais, l'action était assez intéressante. Un Noël, ça se passe pas tout seul, de toute façon. Et puis, non, c'est tout. Jour 238. Toutes les jauges de l'individu sont en baisse. La personne n'est plus épanouie. Bonjour Lisa. Comment s'est passée votre journée? J'ai passé une journée assez étrange. Ce matin, au petit-déj, la plateforme m'a envoyé une notification sur la crise de Londres. Tu peux m'enregistrer la vidéo que tu m'as montrée ce matin? Bien sûr. Je vous enregistre ça tout de suite. Était-ce bien cette vidéo? Ouais, c'est ça que j'ai vu. Le nuage de pollution en ce moment à Londres. C'est dingue. Ça fait déjà 2 jours et plus de 450 morts et des milliers de blessés liés à des problèmes respiratoires à cause de particules fines dans l'air et des accidents de la route. Personne ne fait rien. Tout le monde continue sa vie comme si de rien n'était. Les plus riches arrivent à acheter des masques pour pouvoir mieux respirer. Et ils pensent que tout le monde a la même chance qu'eux. Mais en fait, non. Et ça provoque des accidents. C'est comme si le nuage n'existait même pas. Tout le monde fait comme si de rien n'était. C'est choquant. Du coup, je me suis un peu plus renseignée sur le sujet et je suis allée rejoindre un groupe de parole de londoniens expatriés, en fait, pour parler un petit peu plus du sujet, comprendre d'où venait le nuage de pollution. L'un d'entre eux, sa mère est décédée à cause du nuage. En fait, je suis même en colère. Ça devrait être un droit de pouvoir respirer un air sain. Je sais pas. Et si un jour ça arrivait à Paris, la même chose, si je pouvais même plus respirer un air sain, ma famille, mes amis, je sais pas comment est-ce que je réagirais. Respirer, c'est pourtant la base de n'importe quel être vivant. On ne devrait plus s'en préoccuper. Jour 243. La santé de l'individu est en baisse due à une fatigue passagère. Son taux social est également en baisse dû au refus de l'individu à s'impliquer dans sa communauté. Son réseau s'affaiblit. Le taux de bonheur est en hausse et le taux d'éco-conduite passe les 70% pour la première fois. L'individu a également mis en place un projet. Bonjour Lisa, comment s'est passée votre journée? Depuis la crise de Londres, je me suis intéressée en fait à qu'est-ce que c'est clair, respirer, le droit de chacun. Et à la vue de mon engouement pour ce sujet, la plateforme m'a proposé de monter mon propre mouvement. Et c'est bon, c'est fait. J'ai monté le mouvement du droit à un air pur. Je suis vraiment trop heureuse. C'est vrai que j'y pensais depuis quelques jours, mais de là à sauter le cap, je pensais pas que j'y arriverais. Mais je suis assez contente. Bon, pour l'instant, c'est un peu le flop. J'ai passé toute la journée à appeler mon réseau, mes contacts, et c'est bon, j'ai quelques numéros. Mais je pense que ça va le faire. Je vais persévérer et ça ira. Voilà pour aujourd'hui. Jour 257. L'individu a un taux de santé moyen. Son taux social est passé sous la barre des 50%. Il ne partage plus d'affinité avec sa communauté. Son taux de bonheur croît doucement et son éco-conduite reste très bonne. La mise en place de son projet avance et a atteint les 3%.
Votre taux de bonheur est en baisse. Comment s'est passée votre journée? Bon, ça fait plus de 2 semaines que j'ai lancé le mouvement et que j'appelle des gens tous les jours. J'ai épuisé l'intégralité de mon réseau. J'ai l'impression d'aller à l'encontre du style de vie de ma communauté. Et puis, je sais pas, mon taux de santé est descendu à 65%, mon activité m'a pas laissé une seule minute pour moi. J'ai perdu des gens de ma communauté qui me suivaient. Je sais plus si la vie ici me convient vraiment. Je sais pas. Je me sens beaucoup moins épanouie. Et pourtant, je me sens d'un côté plus heureuse. C'est bizarre, c'est une espèce de contradiction. J'ai l'impression de faire ce que j'aime, mais de pas être réellement qui je suis et d'être tiraillée en fait au quotidien. Est-ce que j'ai autant changé que ce que les gens disent? Je sais pas. Mais vraiment, ça devient assez épuisant. Je me sens un peu seule. Jour 263. Le taux de santé reste moyen. L'individu ne répond plus aux attentes de sa communauté. Son taux social est de 29%. Mais son taux de bonheur atteint 92%, avec une éco-conduite qui ne cesse d'augmenter. La mise en place de son projet Droit à un air pur a atteint les 6% aujourd'hui. Alors Lisa, belle journée? Bon, c'est bon, j'ai dit au revoir à ma famille et je pars demain. Ils n'ont pas trop compris mon choix, mais en fait, ils me soutiennent. Ils voient que c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. En fait, ce que ma mère m'a dit, c'est qu'ils sont assez frustrés de ne pas avoir été le moteur de ma décision et que ce soit un conseiller qui m'ait aidé à trouver ma voie. Mais en même temps, c'est tellement plus facile en fait de parler à quelqu'un qui sait le métier et qui fait ça tous les jours. Et puis en fait, grâce à mes statistiques, il a pu calculer où était le meilleur endroit pour moi où m'implanter et développer mon mouvement. Donc, je sais pas, j'y vais, je lui fais confiance. Et puis, à la vue de mon taux de bonheur, je pense qu'il faut que j'y croie. J'ai toutes mes raisons d'y croire en fait. J'ai vraiment hâte. Vous allez accéder au journal personnel du matricule numéro 02 167 211 390, pseudo Naya, âge 27 ans, fait partie de la communauté Proserpine. Jour 1. Analyse journalière du profil 02 167 211 390. L'individu se porte à merveille. Tous ses taux sont bons. Bonjour Naya, bienvenue dans la communauté 100% environnement. Vos taux social, bonheur et santé sont bons. Comment s'est passée votre première journée? Bon bah, premier jour dans ma nouvelle communauté. J'ai pas trop le temps d'en parler parce que j'ai plein de rendez-vous et déjà plein de personnes qui veulent adhérer à la cause. Mais le droit à l'air pur va se propager. Je suis vraiment hyper heureuse et j'espère que je vais réussir à toucher ma communauté d'avant. Merci beaucoup pour ces présentations des scénarios et merci beaucoup aux différents étudiants d'avoir pris le temps, dans un emploi du temps extrêmement contraint, pour pouvoir donc s'approprier ces travaux et vraiment les avoir fait leur. 3 minutes pour finir sur Bicast, pour essayer de faire un bilan des émotions que vous ont inspiré les différents scénarios, si jamais vous avez pu prendre le temps de remplir les questionnaires, ce qui normalement est relativement simple. Alors, est-ce qu'on peut avoir les choses sur les émotions ou pas? Donc, comment ça se passe? C'est par scénario? Merci beaucoup d'avoir participé. On va faire très vite parce qu'on sent que vous avez envie d'aller au cocktail. On va commencer par le scénario des archipels. Finalement, un résultat assez partagé, assez intéressant, une division entre vous sur les émotions, mais pas trop de colère, donc ça va. Ouais, je suis assez content de voir sur les archipels enthousiasme, curiosité et confiance sur le podium. C'est intéressant parce qu'on avait essayé de montrer une société assez extrême quand même autour de la communauté, de la cohésion, de l'agriculture très raisonnée, etc. Donc c'est quand même un bon signe, je pense. Oui, c'est vrai que c'est bon signe et c'est
ça, contrairement à ce qui peut peut-être être entendu en ce moment et perçu de manière générale contre les réflexes communautaires ou ce genre de choses, le repli sur les petites échelles, c'est vrai que quand on lit ça à une production plus locale et un mode de vie plus écologique, c'est plutôt une bonne chose de voir que les réactions sont positives. Après, Bon, on va dire que c'est pas une surprise, mais on a quand même essayé d'instiller un peu de positif avec le. est moyennement arrivé, mais l'idée c'était quand même qu'il y avait il y a quelque chose, il y a quelques trucs qui sont chouettes quand même dans la société des algorithmes. C'est vraiment moins de travail, beaucoup plus de loisirs. Bon, on passe pas mal de temps à errer sur Internet et sur diverses communautés virtuelles, mais ça reste chouette quand même. Pas du tout d'enthousiasme. Hein. Non, du coup, la 3. Ouais. Ok, donc scénario sous contrôle, beaucoup d'inquiétudes visiblement. Effectivement. Je dirais qu'on n'est pas trop surpris du résultat non plus. Peut-être on s'attendait à un petit peu plus d'enthousiasme. Je sais pas, parce que c'est quand même une communauté dans laquelle le partage est important. Donc ça peut être aussi un point positif. Et finalement, ça permet aussi de faire face à tous les problèmes écologiques qui nous inquiètent à l'heure actuelle, par des contraintes certes, mais peut-être qu'au fond c'est une solution possible. Mais voilà, on n'est pas trop surpris de ce résultat, non. Inquiet aussi. Curieux, beaucoup de curiosité. C'est à peu près ce que... on était assez contents de traiter ce scénario-là avec Anaïs. C'est vrai que c'est un enjeu de plus en plus... un sujet de plus en plus fort et qu'on entend de plus en plus sur l'individualité, le bien-être personnel. Et donc, c'est vrai qu'un accompagnement aussi fort et aussi poussé peut justement être bien plus positif. Après, c'est vrai qu'on redéfinit un peu ce qu'est l'humanité, donc avec les rapports les uns avec les autres, l'amitié, la famille, toutes les institutions. C'est vrai que tout ça change, mais en termes de bien-être personnel et d'individu, c'est bien plus positif. Ouais. Oui, après, c'est vrai que c'est une société qui laisse quand même pas mal de liberté. Donc, il ne faut pas trop avoir d'inquiétude, je pense, puisque ça... je dirais que ça dépend vraiment en fait, de l'individu dans cette société. Ce n'est pas une société qui est régie par un principe clé commun, c'est vraiment l'individualisme à proprement parler. Donc, comment vous pouvez potentiellement gérer cet individualisme? Si pour vous, le mettre à profit des autres, c'est votre forme de bien-être, on le met au-dessus et du coup, ça change un peu la vision des choses. Donc, c'est ça qui est plutôt intéressant aussi. Pareil, quelque chose d'assez équilibré dans la salle. C'est d'ailleurs un peu, en tout cas, le même avis qu'on a eu un peu dans notre groupe. Je ne sais pas si vous avez remarqué les liens entre les différents scénarios qu'on a essayé de glisser discrètement. On pensait aussi que, loin de s'exclure, ces scénarios pouvaient également être ensemble. Et donc, du coup, on était un peu sur le même avis que vous. Après, c'est vrai que la société algorithmique, forcément, elle est un peu à la base de pas mal de ces sociétés. Donc, même si nombreux d'entre vous ont choisi la société sous contrôle, c'est fatalement parce qu'on établit un peu une société algorithmique avec des IA qui régissent un peu tout. Donc, c'est assez lié, finalement. C'est pour ça que... Voilà. Alors, je vais laisser la société. Vous voulez aller à la campagne, c'est ça? Besoin de vacances? C'est vrai que c'est un petit peu... forcément, on ne partait pas tous sur un pied d'égalité avec ces différents scénarios. Peut-être qu'on n'a pas assez mis l'accent sur le fait qu'on passe vraiment à côté de nos libertés individuelles. Ah, ça bouge.
Ça triche en même temps, là, c'est ça vous Et c'est assez marrant parce que entre les scénarios souhaitables et ensuite les scénarios de pop-up, c'est absolument pas les mêmes c'est pas les mêmes qui arrivent en tête. Du coup, à part le. Ah bah non, bon. Ah. Et c'est pas les mêmes qui arrivent en tête. Et par contre, j'étais assez surpris de voir la Société des Mois avec beaucoup de peur et de colère. Et puis par contre, de le voir là plus souhaitable. C'est assez étonnant de voir ce genre de résultat. Je sais pas si. Ça monte, ça continue de monter. Non, après c'est vrai que je trouve que la Société des Archipels et la Société des Mois sont extrêmement liées. Comme ce sont des groupements, ce sont des communautés qui, chacune d'entre elles, prônent un mouvement. C'est vrai que c'est pas très surprenant justement de voir ces chiffres-là. Après, c'est vrai qu'aussi dans la société des algorithmiques, par exemple, comme dans la société d'Archipel, on vous a présenté le scénario positif, mais dans les scénarios d'Archipel, à Paris, il y avait tout ce qui était une smart city avec tous les problèmes respiratoires, etc. Donc ça fait aussi partie, une société d'archipel prend aussi en compte des communautés qui sont un peu plus négatives. Donc non, c'est vrai, toutes ces sociétés sont assez liées au final, donc, mais c'est pas surprenant que vous ayez choisi les meilleurs. Non ? Un petit dernier mot, petit mot de la fin ? Oui. Merci. Non, mais j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que... Alors, bravo à tous. Et merci beaucoup. Ça veut dire que vous avez vraiment enrichi le travail qu'on a produit à l'origine, et donc ça veut dire qu'il faudra reproduire cet attelage. Donc merci aussi à Corinne Le Forestier et à Geoffrey Lavigne qui ont aussi permis d'encadrer ce travail.